bienvenue à tous. Merci d'être présent pour cette table ronde, ce débat, et merci évidemment à nos invités que je vais présenter dans quelques instants. Alors, le débat dont on va parler aujourd'hui, sur lequel on va discuter, c'est la social video. Je ne sais pas si c'est bien clair pour tout le monde, pas forcément, j'en discutais justement avec nos invités. Social video, vidéo sociale, vidéo pour les réseaux sociaux, un format bien particulier. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question de combien de vidéos vous regardez tous les jours, quel type de vidéos sur les réseaux sociaux vous regardez, on va très vite se rendre compte que ça fait vraiment partie de notre quotidien, la vidéo sur les réseaux sociaux. Et en particulier sur mobile. D'ailleurs, il y a eu une étude de Cisco publiée récemment qui montrait que le contenu vidéo représentera 75% du trafic mobile dans le monde d'ici 2020. Ce chiffre est absolument impressionnant et prouve à quel point il y a un énorme enjeu pour les acteurs qui sont devant vous, d'ailleurs les acteurs médias ou médias sociaux, un énorme enjeu pour eux d'investir et de s'adapter, avoir une approche particulière sur cette vidéo, cette social vidéo, cette vidéo pour les réseaux sociaux. Avant d'en débattre et d'en parler avec nos invités, peut-être qu'on pourra, si on a le temps à la fin, avoir quelques questions d'ailleurs du public. Je vais laisser la parole à Édouard Brault, qui est responsable des partenariats médias de Facebook, qui va du coup nous montrer un petit exemple, un exemple qui va nous mettre un petit peu dans le contexte pour ce débat, avec Facebook Watch. D'ailleurs, je pense que vous ne l'avez peut-être pas vu, mais depuis septembre, là, il y a un nouvel onglet sur votre application Facebook. Édouard va vous montrer, et c'est la petite nouveauté Facebook, et justement, ça va montrer à quel point l'enjeu de la vidéo est terriblement important pour les médias sociaux. Je te laisse la parole, Édouard. Bonjour à tous. Oui, il nous semblait intéressant, avant de rentrer dans la discussion de qu'est-ce que la social vidéo, de vous présenter un peu quels sont les outils que Facebook peut mettre à disposition des nouveaux médias et des médias traditionnels en matière de vidéo. Je mets la slide suivante, pardon. D'abord, vous rappeler, et d'ailleurs c'est dans l'intitulé même de cette discussion, qu'est-ce que la social vidéo? Eh bien, c'est d'abord quelque chose qui est social, c'est-à-dire qui génère des conversations, des échanges, et à ce titre, Facebook, depuis le mois de janvier, a décidé de faire évoluer ses produits pour mettre plus en avant les interactions et les contenus qui créent de la discussion et de l'échange. La plateforme ne se positionne pas comme un acteur qui offre de la vidéo classique. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant de la vidéo qui apporte de la valeur ajoutée parce qu'elle est visible dans un environnement social et, vous l'avez dit, effectivement sur mobile. La slide suivante, s'il vous plaît. Pardon. On le disait, donc, la consommation de vidéo, elle est principalement mobile. On a beaucoup présenté des formats tels que le content snacking, les formats courts, mais finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a deux types de consommation qui sont complémentaires sur le mobile. Plus de 80% de la vidéo sur Facebook est vue sur mobile, à la fois dans une situation de mobilité, avec des formats qui sont plus courts, de manière non planifiée, avec une consommation qui est très fréquente, et de plus en plus avec une consommation qui est plus captive, plus longue, plus planifiée, avec la volonté des utilisateurs d'aller chercher des marques en particulier. Et donc c'est dans cet état d'esprit, slide suivante s'il vous plaît, que nous développons aujourd'hui nos produits à destination des médias. Pour la consommation en mobilité, on a développé des formats tels que les stories, et le fil d'actualité est toujours un formidable moyen de découvrir des nouveaux contenus. Et puis, pour répondre à cette demande grandissante de consommation plus captive, on a développé des outils tels que Facebook Watch ou IGTV qui permettent de retrouver des contenus de manière plus longue et de manière plus confortable avec de plus en plus de fonctionnalités. Excuse-moi juste Édouard, ouais. Est-ce que tu peux rappeler peut-être le lien entre Facebook et Instagram? Oui, alors Facebook c'est une famille d'applications, c'est Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, et on développe d'ailleurs à la fois sur les stories ou sur les formats verticaux longs des passerelles entre nos deux environnements, donc effectivement c'est deux plateformes qui travaillent de manière conjointe ensemble. On peut regarder peut-être une petite vidéo qui vous montre ce qu'est Watch.
Je vais peut-être parler dessus pour gagner un petit peu de temps. Donc Watch, c'est tout simplement un nouvel onglet au sein de l'application qui permet de retrouver l'ensemble des vidéos qui sont disponibles sur la plateforme. L'idée était vraiment de répondre à cette attente grandissante qui était d'offrir une zone de destination pour consommer de la vidéo. C'est vrai que quand on ouvre son application, on a des contenus personnels, il y a des articles de presse, il y a un certain nombre de contenus de différentes formes qui sont offertes sur le fil d'actualité. Et donc là, l'idée avec l'onglet Facebook Watch, c'est vraiment d'offrir une zone de destination pour de la vidéo. Et ce produit a été développé tout d'abord aux États-Unis. Il a été généralisé dans le monde il y a quelques mois, comme vous l'avez rappelé. Et donc, il permet de retrouver, slide suivante s'il vous plaît, à la fois, on le voit en haut, l'ensemble des pages que je suis, évidemment qui sont priorisées en fonction de ma consommation, des interactions que je peux avoir avec les différents contenus. Il y a un petit signalement qui indique le nombre de nouvelles vidéos qui ont été offertes par ces différents médias. Et puis après, de manière verticale, je peux naviguer dans des vidéos qui sont soit issues des pages auxquelles je suis abonné, soit qui sont issues de nos outils de recommandation. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, c'est un petit peu tôt pour donner des chiffres sur l'usage de ce nouvel onglet. L'animation n'était pas du tout celle-là, mais c'est pas grave, ça marche quand même. On voit aux États-Unis, où le produit a un petit peu plus d'ancienneté, que d'ores et déjà, la consommation de vidéos au sein de l'environnement Watch est 5 fois supérieure à la consommation de la vidéo au sein du fil d'actualité, ce qui permet du coup aux médias qui ont une stratégie vidéo de pouvoir augmenter leur audience et puis du coup la monétisation qui vient avec. Slide suivante et dernière slide pour vous donner un petit peu ce panorama. Je veux bien la slide suivante du coup aussi. Et je pense que c'est un peu l'objet de la discussion. Finalement, notre objectif, c'est d'offrir une zone propice à la consommation de cette vidéo, mais on le réalise, et moi ça fait 3 ans maintenant que je suis chez Facebook. La vidéo qui est proposée sur la plateforme et qui fonctionne, c'est pas de la vidéo traditionnelle, c'est de la vidéo qui génère justement, on le disait, des interactions, de la communication et des échanges, cette social vidéo dont on va discuter maintenant. Et donc notre rôle, c'est à la fois d'offrir un canal pour proposer aux médias d'offrir ces contenus, et puis également, on développe de plus en plus de manière native des outils pour les créateurs qui permettent de créer un certain nombre d'interactions supplémentaires. Alors, on a 3 axes dans le cadre de ce développement de produits. La notion de voir ensemble, c'est très important, évidemment. La notion d'interactivité, donc on a développé et on teste actuellement des outils qui permettent de faire du vote, des sondages. Et puis, tout ce qui est autour des communautés, des groupes, on voit vraiment tous les contenus qui génèrent des échanges sont ceux qui sont les plus performants aujourd'hui sur la plateforme. Merci Edouard. Donc, en résumé, Facebook Watch permet donc de stocker toutes les vidéos et d'avoir un espace pour visionner ces vidéos, des vidéos qui sont en lien avec votre centre d'intérêt, les pages que vous suivez. Donc, si Facebook se met à créer carrément un onglet, une plateforme destinée aux vidéos, c'est que vraiment la vidéo, c'est bien la preuve que la vidéo engageante, créative et dynamique est un véritable enjeu pour les médias sociaux, mais également pour les acteurs médias que du coup nous avons également avec nous aujourd'hui. Donc Guillaume Lacroix, CEO et cofondateur de Brut, dont il est directeur de la rédaction, ancien producteur de télévision chez TF1, et également Pierre Grange, directeur de la rédaction de Combini, ex-grand reporter de TF1. Donc ça veut dire qu'on a 2 personnes qui aujourd'hui sont sur de la vidéo sociale, mais qui viennent de la télé, qui viennent en tout particulièrement de TF1, et qui du coup vont pouvoir nous parler de ce changement de paradigme entre la vidéo que vous voyez à la télé, la vidéo classique, et la vidéo que vous voyez sur les réseaux sociaux. Pour commencer, Guillaume Lacroix, Brut, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que propose Brut ? Et peut-être un exemple avec une vidéo justement de Brut. Alors, Brut est un média 100% vidéo qu'on a fondé il y a 2 ans, c'était le 16 novembre 2016, qui
Ça, c'est la première vidéo qui Justement, voilà, un exemple de vidéo qui peut passer en arrière-plan. En fait, voit voilà. Ça, c'est une vidéo, donc on s'est lancé en novembre 2016. C'est une vidéo qui est de janvier 2017, qui nous a fait prendre conscience de quelque chose, qui était que cette vidéo, elle a fait 14 millions de vidéos vues, je crois, alors qu'on avait quelques dizaines de milliers de followers à l'époque. Et surtout, quand on a regardé les datas associées à la vidéo, on s'est rendu compte que, alors que c'était une vidéo avec des sous-titres en français, avec une vidéo française, on avait des gens qui l'avaient regardé aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Inde, en Afrique du Nord, par exemple, on avait des francophones, au Nigeria, enfin bon, voilà. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, tiens, le format de narration qui est le nôtre, et donc la vidéo sociale, je vais revenir dessus, a l'air de fonctionner partout, et c'est là qu'on s'est déployé à l'étranger très vite. Je pense que le Brut s'est fondé sur 2-3 intuitions. La première chose, c'est qu'il y a, je crois, 27-28 millions d'utilisateurs quotidiens de Facebook. Et il y a 2 ans, on considérait, nous, qu'il n'y avait rien qui a été fait spécialement pour les réseaux sociaux. On était juste avant la campagne présidentielle. L'extrême gauche et l'extrême droite étaient très présentes sur les réseaux sociaux, mais les médias traditionnels, ils ne sont pas très à l'aise. Enfin, en tout cas, à l'époque, ils n'étaient pas très à l'aise. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis, on pensait également que les gens avaient besoin de contexte sur l'information, qu'ils en avaient un peu marre qu'on leur dise quoi penser. Donc l'enjeu de Brut, et on l'a fait intuitivement, et ça recoupe ce que Edouard a pu dire, c'est que, en fait, l'enjeu de Brut, c'est de donner du contexte à l'information pour que vous puissiez vous emparer du sujet et discuter. Et ce qui a créé le succès de Brut, c'est qu'en fait, on a déclenché beaucoup de conversations, que du coup, ça veut dire que les gens ont partagé nos vidéos, mais je pense plus parce qu'elles représentent et ce qu'elles soulèvent comme questionnement sur la société, l'actualité, ou plein de sujets, que réellement pour l'intérêt même de la vidéo. C'est-à-dire que la vidéo est un outil pour démarrer des conversations, et c'est en ça, pour moi, que la vidéo, elle est sociale. Et c'est une énorme différence avec la télévision et mon ancien métier. Et je pense que la rédaction de Brut fait partie des rares rédactions qui regardent des heures et des heures de débat à l'Assemblée nationale pour trouver des moments d'échange, ou au Sénat, des moments d'échange qui font que leurs vidéos sont assez originales et qu'on voit certains de leurs contenus qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc après, on verra vraiment la recette de ces vidéos réseaux sociaux qui sont assez particulières au niveau du format. Vous avez commencé un petit peu à en parler sur ce qu'on y trouve, mais c'est vrai que c'est un format bien particulier. Et on va également en parler du coup avec Pierre Grange, qui est directeur de la rédaction de Combini depuis peu de temps, et qui est ancien grand reporter de TF1. Ouais, voilà, c'est tout. Alors, du coup, Combini, qu'est-ce que ça propose et quelles sont les vidéos? Je sais qu'en fait, à la base, Combini, c'était un site qui s'est transformé surtout en player vidéo. Oui, enfin pas uniquement, parce qu'il y a toujours beaucoup d'articles, hein, on fait toujours beaucoup d'articles. Effectivement, c'est une boîte qui a 10 ans, donc voilà, beaucoup plus ancien que Brut, et qui pendant très longtemps s'est contenté de faire de la culture, c'est-à-dire du cinéma et de la musique. Et puis après, l'entreprise s'est développée sur le sport, sur la photographie, sur les séries, et puis sur le news depuis 1 an. Donc c'est très court en fait, ça fait même pas 1 an que le news est lancé. Donc voilà, c'est en plein développement, mais effectivement, on développe la vidéo tout en gardant les articles. Ouais. Et justement, la vidéo, comment est-ce que vous arrivez à la décliner sur les différents réseaux? Parce que j'imagine qu'il y a des formats bien particuliers. C'est une transition en même temps qu'on peut faire justement sur ces formats. Comment vous les développez? Comment ça se passe derrière? Alors, nous, on a un site, donc ces vidéos sont aussi sur le site, et ils sont sur différents réseaux sociaux, mais effectivement, c'est sur Facebook que la vidéo peut devenir virale. Et c'est là où elle peut avoir un vrai impact. Et c'est ça qui m'a intéressé, moi. C'était quand je travaillais à TF1 il n'y a pas si longtemps, là j'étais souvent jaloux de l'impact social qu'avaient ces vidéos en fait, parce que les gens se le partagent, donc du coup elle revit, donc du coup les gens s'en emparent, et puis du coup il y a des vrais impacts dans la société suite à certains reportages, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Donc finalement, la grosse différence entre la vidéo sur les réseaux sociaux, la vidéo que vous proposez, vous en tant qu'acteur média sur les réseaux sociaux avec la télé, c'est l'engagement que ça crée en fait. Oui, c'est l'engagement que ça crée. Puis aussi, il y a une énorme révolution de la façon de produire. C'est-à-dire que Pierre ou moi, on est passé longtemps par TF1. Avant, pour produire du contenu, fallait passer par des écoles de journalisme ou rentrer dans des sociétés de production ou rentrer à la télévision pour apprendre à produire du contenu vidéo. C'est pas un hasard si on vient tous les deux de la télévision. Alors TF1, oui, c'est un hasard, mais en tout cas, de la télévision, c'est pas un hasard. C'est que je vais enfoncer une porte ouverte, mais pour faire de la vidéo, il vaut mieux venir de la télévision que de la radio ou du print.
Ça paraissait évident parce qu'on manie la vidéo. Mais la révolution, c'est qu'on a tous appris collectivement depuis quelques années, grâce aux smartphones et aux réseaux sociaux, à produire du contenu. Donc pour nous, le premier enjeu, c'était de dire comment on raconte l'information, la société, l'actualité, comme tout le monde le ferait. Alors certes, c'est du travail de journaliste, mais dans les codes qu'on utilise, dans les usages qu'on utilise... il y a un aspect marketing. C'est pas du marketing, c'est vraiment de l'usage. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je vais vous donner un chiffre sur lequel je suis tombé hier qui m'a fait halluciner. Aux États-Unis, il y a un moins de 35 ans, enfin un 18-35 ans sur 2 qui ne regarde pas du tout la télévision. Pas du tout. Donc ça veut dire que la consommation s'est déplacée vers d'autres plateformes, que ce soit des plateformes comme Netflix, beaucoup les réseaux sociaux comme Facebook par exemple. Et donc, il faut juste s'habituer à cet usage et produire pour cet usage-là, mais qui est parfaitement naturel. Transition faite, justement, Edouard, est-ce qu'on peut considérer que Facebook Watch, par exemple, ou IGTV, ou d'autres plateformes qui vont émerger dans les années à venir, qui vont proposer uniquement de la vidéo, peuvent remplacer la télé, peuvent être la nouvelle télévision? Alors, on a autour de la table Brut et Combini qui sont des nouveaux médias entre guillemets ou des médias sociaux, mais Facebook est également une plateforme qui accueille de grandes marques médias traditionnelles qui par ailleurs aussi, d'ailleurs en s'inspirant, je crois que l'expression « à la brute » va bientôt rentrer dans le dictionnaire, parce que moi en tout cas je l'entends souvent, mais il est vrai que ce mode de communication un peu différent, mobile, social, il est aussi adopté par les grands acteurs médias. Il y avait d'ailleurs un article récemment dans Le Parisien qui soulignait qu'avant le lancement de la nouvelle saison de La France, un incroyable talent, M6 avait réussi via Facebook à faire parler de l'émission en mettant en avant 5 vidéos qu'ils avaient réussi à monter de manière adaptée aux réseaux sociaux, au format carré, avec des sous-titres, avec une thématique qui crée des discussions. La vidéo qui a été aujourd'hui vue plus de 40 millions de fois présentait un couple qui dansait pour dénoncer les violences conjugales. Donc ça a créé énormément de conversations et donc il y a des médias traditionnels utilisent évidemment les réseaux sociaux pour aller s'adresser à une audience complémentaire. Donc notre objectif, et Facebook se positionne pas du tout comme un concurrent de la TV, c'est vraiment juste, c'est un réseau social qui accueille un certain nombre de médias, et c'est formidable de voir d'ailleurs, Brut a été créé au moment de l'élection présidentielle, mais de voir que pendant l'élection présidentielle en France, eh bien, les médias traditionnels comme TF1 étaient capables de faire un Facebook Live avec les candidats en prenant des questions de leurs téléspectateurs, par exemple, et en même temps, Brut était capable de faire des lives dans des manifestations, prendre le temps et des heures pour aller interroger les gens qui manifestaient. Donc, c'est juste un nouveau mode de communication qui est ouvert à tous, et la question, c'est pas la social TV, on va dire, c'est quelque chose qui est assez différent et qui peut toucher tous les acteurs. Pierre et Guillaume, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Edouard? Est-ce que vous qui venez de la télé, par exemple, vous pensez que ce que vous produisez actuellement dans vos rédactions respectives pourrait un jour remplacer la télé, ou ça n'a absolument rien à voir? Pierre. C'est à moi ça? Non, mais moi, je pense que c'est des usages différents de toute façon. Moi, je pense que la télé a encore un avenir. Quand on regarde le nombre d'heures que les Français passent devant tous les jours, ça va encore durer longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a un public qui ne veut plus la regarder. Donc c'est plutôt pour ce public-là qu'on travaille, en fait, puis qui veut vivre différemment. Par exemple, il ne veut plus regarder l'info en 16/9 allongé, mais ils veulent le regarder en vertical, parce que pour des raisons pratiques, pour tenir le portable, c'est plus facile. Donc on s'adresse à ce public-là. Mais moi, je ne crois pas du tout que ce soit pour remplacer quelque chose qui existe par ailleurs. Guillaume? Non, moi j'ai souvent, en venant de TF1 et de la télé, j'ai été obnubilé par justement ce débat de TV versus social versus etc., etc. Je pense que l'enjeu, en fait, il n'est pas là. C'est que, oui, les enfants de 5 ans aujourd'hui, ils voient la télévision comme un meuble. Bon, et ça, on va grandir avec ça, mais je crois que l'enjeu, c'est plutôt les nouvelles marques d'information versus les vieilles marques d'information.
Et c'est ce qu'on voit, nous, et je pense que Combini, qui s'est lancé il y a 10 ans, qui était précurseur de beaucoup de choses, ou Brut plus récemment, c'est l'exemple qu'il y a des générations entières qui veulent consommer une information qui est différente de l'information telle qu'on la conçoit traditionnellement, dans les usages, mais aussi dans le temps passé, dans l'approche, etc. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand le Brut fait un direct, on est au milieu des gens et on n'a pas un journaliste face caméra qui raconte quelque chose qui se passe 50 mètres derrière lui en disant bah oui, derrière moi, voilà ce qui est en train de se passer, etc. Cette immersion, ce sens du direct, le samedi dernier, on a touché 8,5 millions de Français, on a fait 15 millions de vidéos vues, on a fait 8 heures de direct au milieu des différents rassemblements des Gilets jaunes. Je ne connais pas d'acteur télé qui est capable de faire 8 heures de direct intégral au cœur d'une manifestation sans avoir de break pub, d'intervention des journalistes, etc. Donc c'est un énorme forum de discussion, c'est super intéressant. On en est, je pense, qu'au début de ce qu'on développe, mais c'est oui, je dirais pas une nouvelle forme d'information parce que ce sont des journalistes qui la font et qui la télévision ou les réseaux sociaux, ils ont la même exigence. Mais en tout cas, ça n'a pas le même impact et c'est intéressant de voir comment l'usage a totalement impacté la façon de raconter l'information. Autre question, et après on va peut-être prendre quelques questions du public, sur le business model de ces vidéos. Donc pour faire simple, vos vidéos la plupart du temps sont postées ce qu'on appelle en natif, c'est-à-dire qu'elles sont directement uploadées sur le réseau social Facebook ou Twitter. Donc ça ne passe pas par une autre plateforme. Du coup la question que beaucoup de gens se posent, c'est comment vous faites pour générer des revenus? Alors Guillaume. Moi je vais faire la quête après. Je vais essayer de prendre de l'argent. Non, il y a plusieurs choses. Déjà, nous, on est une start-up. Donc, comme beaucoup de start-up, on est financé par des fonds d'investissement et on doit faire ce qu'on appelle les levées de fonds pour nous permettre d'arriver à une rentabilité. La France est déjà rentable et on gagne de l'argent de 3 manières différentes. On fait depuis peu, et ça marche très bien, parce que Facebook a testé ça depuis un bout de temps, on fait ce qu'on appelle l'ad break, c'est-à-dire on a une interruption publicitaire de 6 secondes dans des vidéos qui font au moins 3 minutes, et l'interruption publicitaire arrive au bout d'1 minute. Ce qu'on constate, nous, dans un moment et dans une génération de gens qui ne supportent pas la publicité, c'est qu'après 1 minute de consommation d'une vidéo de Brut, visiblement, les gens ont l'air d'y trouver un bénéfice et acceptent de prendre 6 secondes de pub. On perd très peu de gens, donc ça, c'est en train d'exploser de notre côté, et ça va être une source de revenus très importante. On fait ce qu'on appelle du native advertising, c'est-à-dire qu'on raconte des histoires brandées Brut avec des marques, avec un contrat de lecture qui est très clair. C'est-à-dire que c'est très clair sur le feed que c'est Brut avec, je ne sais pas qui, Netflix par exemple. Et les marques n'ont pas beaucoup de choix dans le travail, c'est-à-dire qu'on leur propose un synopsis qui nous convient, qu'on ferait de toute façon éditorialement. Et si ça ne leur convient pas, on ne le fait pas. Donc on a eu quelques passes d'armes assez sympathiques avec nos clients. On a perdu beaucoup de clients en route, mais maintenant ils sont tous revenus. Et c'est intéressant parce qu'on a un impact auprès des marques sur les questions de RSE, de développement durable, pardon, j'ai plein de mots d'anglais dans la tête, de fair trade, etc. Donc ça c'est intéressant. Et la dernière manière dont on va gagner de l'argent, nous, c'est que Brut est un média global. Aujourd'hui, on fait 1 milliard de vues toutes les 6 semaines. On est numéro 1 en France, on est numéro 1 en Inde, on est le plus gros média social indien. On est dans le top 3 aux US depuis ce mois-ci. Et en fait, comme nos contenus voyagent partout, sont globaux, on est en train de passer des deals avec des grands opérateurs mondiaux qui vont pouvoir exploiter nos contenus sur l'ensemble de leur plateforme mondiale et via du partage de revenus. C'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de toucher beaucoup de monde, beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, on touche 200 millions de personnes actives par mois qui regardent au moins une vidéo de Brut partout dans le monde. On va pouvoir augmenter ça très largement. Et voilà, donc c'est dans notre cas, ce qui est compliqué, et c'est pas un cours d'économie, mais ce qui est compliqué sur le social, c'est que le cut publicitaire, il est de 50%. C'est-à-dire que les plateformes qui peuvent nous monétiser prennent 50% de la recette. Donc si vous n'êtes pas dans ce qu'on appelle le scale, si vous ne pouvez pas diffuser vos vidéos globalement, toucher beaucoup de monde, multiplateforme, pourquoi pas, etc., c'est dur d'amortir vos coûts. Donc dans le cas de Brut, c'est notre modèle et ça marche très bien. Et puis par ailleurs, dans le cas de Brut, par exemple l'adbreak de Facebook est une solution, ce qu'on appelle programmatique, c'est-à-dire d'insertion publicitaire, qui est en pleine explosion chez nous et qui va nous permettre, d'être rentable en France d'ici quelques semaines maintenant, et puis le groupe plus tard, une fois qu'on aura fini d'investir. Ouais.
Pierre, c'est à peu près similaire chez Combini? Oui, c'est à peu près similaire. À un détail près, c'est que nous, on a un site, donc on a aussi de la pub directement sur notre site. Vous gagnez plus, en gros. Oui, on comparera. Non, mais voilà. Mais sinon, c'est le même principe. Enfin, globalement, le modèle, c'est la pub. D'accord. Est-ce qu'il y a une question dans la salle, peut-être? Moi, je voudrais juste faire un test grandeur nature. Ok. Puisqu'on a une audience qui est top. Juste, c'est un vote à main levée. Combien d'entre vous seraient prêts à payer, pas très cher, ça m'intéresse, hein, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup, à payer pas très cher pour avoir de l'information sans pub? Genre 1 € par mois. Ah, la pub ne fait pas Pas de l'unanimité. pub. Okay. Voilà. C'est Par partagé. exemple, vous pouvez entre choisir Brut ou Combini avec de la pub ou sans pub. Si vous payez 1 € par mois, est-ce que vous êtes prêt à le faire? Alors, qui serait prêt à payer 1 €? J'ai l'impression que c'est assez partagé en fin de compte. Ouais, bah, ça m'arrange. Non, mais voilà, c'est des très bonnes questions sur ce que c'est qu'un modèle. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux modèles économiques. C'est soit de la pub, soit de la souscription. Grandeur nature, c'est intéressant. Ouais. Très bien. Bah, voilà, c'était le sondage et qui servira certainement. Peut-être que bientôt, on paiera 1 € pour voir la vidéo sans la pub. Est-ce que quelqu'un a une question? Ça, oui, peut-être devant. Ça arrive, le micro arrive. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, merci pour cette brillante présentation. J'avais une question sur les droits des images. Par exemple, la première vidéo de Brut qu'on voit, il y a du picking qui est fait sur des je suppose, d'autres télés. Quel est le droit par rapport à l'utilisation de ces images? Alors nous, on a un principe, c'est qu'on vole toutes les images. Voilà. C'est la réputation de Brut. Voilà, c'est notre réputation. Non. Alors, dans le cas des images de Bernie Sanders, c'est les images du Congrès américain. Et les images du Congrès américain sont libres de droit. Tout le monde peut les utiliser, pour peu que... Enfin, il y a juste une procédure, mais il n'y a pas à payer. Brut achète 99,9% de ces images. Alors, soit on les tourne, et auquel cas elles nous appartiennent, soit on achète les droits, donc on travaille avec... À chaque fois que vous voyez une image de TF1 ou de France Télévisions ou de BFM, je ne sais pas qui, qu'on peut utiliser, on l'a acheté. Voilà. De toute façon, même si j'aime beaucoup Edouard, Facebook, Google... Aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir des activités comme les nôtres où il y a une large partie qui est volée. Et de toute façon, l'évolution du copyright, les systèmes mis en place par les plateformes vont le rendre totalement impossible. Voilà. Donc, et puis, en plus, il y a un enjeu qui est, c'est quand même juste normal de payer des images qui ont été tournées par d'autres. Voilà. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est aujourd'hui, je pense qu'on a 50% de ce qu'on fait qui a été tourné par nous et 50% qui est réédité. Donc on essaie d'augmenter notre partie originale. Surtout, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye d'investir plus sur des formats plus longs, dont parlait Edouard par exemple. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a Watch, ou même des plateformes comme YouTube par exemple, mais on peut privilégier des formats plus longs où on va raconter des histoires un peu plus... d'une manière un peu différente, mais c'est extrêmement intéressant, et pour faire ça, il faut soit les tourner, soit les acheter. Merci Guillaume Lacroix, CEO et cofondateur de Brut, dont vous êtes également le directeur de la publication. Non, vous n'êtes pas le directeur. Alors, excusez-moi. Je vous donne une promotion en fait là. Non, mais j'ai Laurent Lucas qui est le patron de la rédaction. D'accord, il va pas être content si. Je tiens que ça soit ça. Merci également Pierre Grange, directeur de la rédaction de Combini, et merci à Edouard Brault, responsable des partenariats médias de Facebook. Merci à vous d'avoir suivi ce débat, et je laisse la parole à Céline. Merci Antoine. Non, merci à vous. Merci à tous les quatre. Vous pouvez laisser les micros.